les relations entre États sont régies par le droit international en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Alors, que disent les textes? Réponse dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Qu'est-ce que le droit international humanitaire? Les explications de Siaka Kone. Le droit international humanitaire réglemente les situations de conflits armés internationaux ou internes. Son objectif est double: limiter les cibles et les formes de violences armées et garantir des secours aux populations victimes de conflits. Deux branches essentielles constituent le droit international humanitaire: le droit de Genève et le droit de La Haye. Les 7 principes du droit international humanitaire sont humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. La signature de la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne en 1864 constitue la première pierre du droit international humanitaire. Sous l'influence de la bataille de Solferino, Henri Dunant propose la création d'un traité de droit humanitaire. À noter qu'une différence existe bien entre le droit de l'homme et le droit international humanitaire, bien que les deux traitant de la protection de la vie, de la santé et de la dignité des personnes. Tandis que le droit humain s'applique en situation de conflit armé, les droits de l'homme s'appliquent en temps de paix comme en temps de guerre. Blocus intégral, trêve humanitaire, génocide, crime contre l'humanité, ce sont autant de notions qui reviennent régulièrement dans le traitement des conflits en cours. Mais ces expressions sont-elles véritablement bien comprises par chacun d'entre nous? Qu'entend-on par le droit de la guerre? Quelles sont les règles applicables en cas de conflit? Pour en parler, je reçois 2 enseignants en droit public de l'université Peleforo Gonkoulibaly, d'abord le docteur Chérif Adama, maître assistant en droit public, enseignant donc chercheur à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et avec nous aussi, monsieur Guédé Ange Patrick, docteur en droit international public, enseignant à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On va commencer par une notion peut-être d'abord historique. À quand remonte finalement la création du droit international public et dans quelles circonstances ça a vu le jour? Ok, merci bien pour la question. Il faut dire déjà que, on le dit en droit, là où il y a une société, il y a forcément du droit. Et donc le droit international, de façon générale, est né avec la création de la société internationale. La société internationale s'est créée avec la création des personnes, des sujets de droit international qui sont d'abord les États. Donc, depuis qu'il y a des États, il y a le droit international. L'histoire du droit international fait remonter la notion de droit international à l'époque de la Rome antique, avec le thème qui était jus gentium, qui signifiait le droit pour les étrangers, le droit qui était censé gérer les rapports entre les étrangers. Donc, le droit international est une continuité de ce droit-là qui régit les rapports entre les États, qui sont d'une société particulière, qui nécessite des règles spécifiques pour la gestion de la société internationale. Donc, depuis qu'il y a les États, il y a toujours du droit international. Au départ, c'était un droit qui était certes pas bien ficelé, qui fonctionnait sous la coutume, mais avec l'évolution du modernisme, on voit beaucoup plus de traités, on voit beaucoup plus d'évolution dans le droit international. Mais justement, à quoi ressemble le droit international public moderne? Qu'est-ce qui a changé depuis tous ces siècles? Bon, le droit international public a évolué, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de très grande évolution. Je voudrais plutôt mettre l'accent sur les différentes branches de ce droit humanitaire qu'il vient de décliner, qu'il vient d'expliquer. Voilà, les branches du droit international public, on l'appelle cela dans le temps le droit international classique. Et à côté, l'une des branches du droit international public, c'est le droit international des droits de l'homme. Et puis à côté, il y a le droit international humanitaire qui fait partie de l'objet de cette émission aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on a beaucoup de notions, beaucoup de définitions à vous soumettre pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Déjà, que signifie le droit de la guerre? On a le sentiment que c'est un permis de tuer. OK. Le droit de la guerre, c'est un droit qui est mis en place pour essayer de limiter les effets de la guerre. On dit droit de la guerre parce que c'est un droit qui s'applique pendant la guerre. Il faut faire la distinction. Le droit international humanitaire qu'on appelle droit de la guerre n'a pas pour objectif d'empêcher la guerre. D'ailleurs, il s'applique lorsqu'il y a la guerre. Il s'applique parce qu'il y a la guerre. Et donc, parce qu'il y a la guerre,
il suppose qu'il faut un minimum de respect pour pouvoir protéger certaines personnes. Qui, les personnes, les sociétés civiles? On imagine les civils. Oui, il s'agit particulièrement des personnes civiles, des biens des personnes civiles, également de la manière avec laquelle les moyens et les méthodes de guerre qui sont imités. Voici un peu le type du droit de la guerre. Mais j'insiste sur ce terme, droit de la guerre. Encore une fois, on a le sentiment que c'est un permis de tuer qui est donné aux sociétés, aux États. Bon, je vais donner une petite image. En fait, même pendant les situations de guerre, on fait appel au minimum d'humanité qui se trouve encore en l'être humain. Le droit international humanitaire fait appel à ce minimum d'humanité et qui va permettre d'humaniser les guerres. C'est vrai, le mot humaniser la guerre peut être choquant, mais le but du droit de la guerre, du droit international humanitaire, c'est d'humaniser les guerres. Comment on humanise les guerres? C'est très simple. Il s'agit simplement de limiter les moyens et les méthodes de guerre. Les moyens de guerre, il s'agit des armes qui sont utilisées. Les méthodes, ce sont un peu les méthodes qui sont utilisées, je ne sais pas comment expliquer ça simplement. Voilà, pour pouvoir protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités, pour pouvoir protéger les biens également des personnes civiles. Mais donnez-nous des exemples concrets, parce qu'on a plusieurs conflits en cours actuellement. On a Russie, Ukraine, Israël, Gaza. On a d'autres dont on ne parle pas, moins, RDC. Enfin, il y a une multitude de conflits. Alors, comment on humanise un conflit? C'est la question qu'on se pose. À partir du moment qu'on a donné l'autorisation à quelqu'un de tuer l'autre, qu'est-ce qui rend plus humain une guerre? Qu'est-ce qui l'humanise concrètement? D'abord, il faut comprendre que personne n'a donné d'autorisation de tuer. Le fait de tuer ou la guerre, c'est un fait social. Le droit ne vient que pour tenter de réguler ce fait social qui est là. La guerre n'est pas créée par le droit. La guerre, c'est une situation qui arrive et le droit tente de réguler cette situation-là. Mais les textes n'interdisent pas de tuer quelqu'un. Les textes n'interdisent pas de tuer quelqu'un, mais les textes interdisent de tuer certaines personnes. Parce que c'est la guerre, dans la guerre, on tue des gens. C'est un fait. Mais dans le droit international humanitaire, il dira, vous ne tuez pas les civils, vous ne tuez pas même les combattants qui ont cessé de combat. Ouais. Les combattants blessés, vous ne tuez pas le personnel médical, le personnel religieux. Donc il faut pouvoir faire la distinction entre les cibles civiles et les cibles militaires. Voici un fait. La guerre est là, elle sera toujours là. Tant qu'il a souhaité, il y aura toujours la guerre. Alors qu'est-ce qu'on fait pour limiter les affres de la guerre? Voici un peu le type du droit international. Est-ce qu'il y a des choses qui sont totalement interdites, par exemple la prise d'otages? Qu'est-ce qui est interdit concrètement? C'est cela le droit international humanitaire. Tout ce qui est interdit, tout ce qui limite les effets de la guerre, les moyens, les méthodes de guerre, ce sont ces règles-là qui sont mises en place par le droit international humanitaire. Les choses qui sont interdites sont nombreuses et on va déjà prendre peut-être les moyens, les méthodes de guerre. Par exemple, les prises d'otages sont interdites et les attaques sans discrimination sont interdites. Il y a un principe qu'on appelle le principe de distinction, c'est-à-dire qu'il faut distinguer les civils des combattants. Il faut distinguer les objectifs militaires des biens des personnes civiles. Et puis, au-delà de tout ça aussi, il y a, ça c'est les méthodes de guerre, les moyens de guerre. Il y a certaines armes, par exemple, qui sont interdites. Lesquelles? Les armes chimiques, les armes bactériologiques. Le nucléaire, on imagine. Non, le nucléaire, il est discuté. Voilà, il est discuté. Je pense que le docteur Guédé va en dire plus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est sur la forme. Les poisons, les pièges, tout ça sont des choses. Mais ça, c'est sur la forme et dans le fond. Vous parlez d'humaniser une guerre. Il n'y a pas plus grand acte de barbarie que d'entrer en guerre. Certains diront que c'est pour se défendre. Donc, vous comprenez pourquoi la notion est difficile à appréhender quand vous nous l'expliquez? Ok, je comprends que ce soit difficile à appréhender, mais d'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle le droit international public. C'est d'abord la première chose. Le droit international public a une spécificité. Il régule des États qui sont souverains. Et donc, dans ce mécanisme-là, on ne peut imposer des obligations aux États que lorsqu'ils les ont acceptées. Donc, le droit international humanitaire est écrit par les États eux-mêmes qui décident ce qu'ils sont prêts à laisser.
Donc, on ne peut imposer une règle à un État. Et donc, évidemment, les États choisiraient ce qui serait bon pour eux, ce qui les empêcherait pas de faire la guerre. Donc, le droit international humanitaire ne peut imposer aux États des règles que si les États les ont eux-mêmes acceptées. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, dans le droit international humanitaire, il y a une série de conventions qui sont mises en place et chaque convention traite une question particulière. Tout à l'heure, après la question de certaines armes qui sont interdites. Vous prenez le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des armes qu'on appelle des mines antipersonnelles. Ce sont des mines qui sont destinées, qui sont placées, et lorsque une personne marche, ces mines, elles explosent. Mais cette mine-là ne fait pas la distinction si c'est un militaire ou si c'est un enfant qui marche sur la mine. Donc c'est une arme qui ne fait pas de discrimination, elle est interdite. Mais elle est interdite dans une convention bien précise. Il se trouve que et la Russie et l'Ukraine n'ont pas signé, n'ont pas ratifié cette convention. Donc cette convention ne s'applique pas à leur cas. D'accord, on va en parler parce qu'après on va revenir sur la CPI, quand on va s'intéresser aux institutions contraignantes ou pas, suffisamment. Mais l'exemple que vous donnez est intéressant. L'arme qui ne permet pas une distinction. Quand, par exemple, là, on prend le cas à Gaza, quand il y a sous les bombardements, que ce soit à la fois israélien ou palestinien, on va prendre le cas d'Israël. Quand Israël dit viser, par exemple, un membre du Hamas en faisant des frappes, mais elles sont indistinguées. Comment, en détruisant un immeuble, on sait si on a touché une cible qui est un ennemi potentiel ou un militaire potentiel et qu'on n'a pas touché des enfants, des femmes ou autres. Là, c'est interdit. C'est interdit, ce type. Les roquettes, le lancement de roquettes, c'est interdit. Bon, je ne dis pas que c'est interdit. La complexité de ce sujet est que ça fait appel à des notions militaires. Voilà, nous ne sommes pas des militaires sur ce plateau, nous sommes des juristes. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est de dire quels sont les différents principes qui doivent être respectés pendant une période de conflit armé. Maintenant, il y a des considérations de fait. Lorsqu'on arrive à Gaza, ça fait autour de 300 km². C'est l'une des régions où il existe la plus grande densité de la population. On est autour de 6000 personnes au km². Comment faire respecter le principe de distinction dans cette zone? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qu'on se pose, est-ce que ces populations civiles qui sont les premières victimes de ces guerres, aujourd'hui il y en a 11 000, plus de 11 000, est-ce que ces personnes-là n'ont pas été utilisées comme des boucliers humains? Or, l'utilisation des boucliers humains est interdite. Et puis, qu'est-ce qui prouve que ces personnes même n'ont pas été prises en otage ou utilisées comme des boucliers humains, comme je le disais? Donc, ce sont des questions assez complexes qu'on ne pourra pas trancher ici sur le plateau. Mais que répondez-vous, par exemple, sur ce conflit israélo-palestinien? Que répondez-vous à Israël qui dit avoir le droit légitime de se défendre? Il rétorque être en situation de légitime défense. Mais même dans le droit, on va dire, pénal civil, quand on est en situation de légitime défense, il y a des limites, il y a des règles. Il faut de la proportionnalité, il faut une concomitance entre l'action et celle de l'agresseur. Qu'en est-il pour le droit international? Donc la légitime défense. Ici, d'abord, comme vous le dites, il y a le droit de la guerre et il y a le droit à la guerre. Donc, le droit à la guerre, c'est ce qui prend en compte le droit public qui décide est-ce que vous avez le droit de faire la guerre, est-ce que la guerre est légitime, est-ce que la guerre est légale. Ça, c'est le droit international public. Le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. La guerre est déjà là. Comment limiter les effets de la guerre? Dans le cas d'Israël, dans le droit international, on peut faire des interprétations. Parce que quoi qu'il en soit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Hamas continue à tirer des roquettes sur Israël. Donc on peut dire qu'il y a une certaine concomitance, donc il continue l'action pour se défendre. En même temps aussi, il y a une prise d'otages. Donc on peut dire que l'action est justifiée pour une tentative de récupérer les otages. Donc quoi qu'il en soit, dans une interprétation, on peut essayer de trouver des justifications à l'action d'Israël. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en ce qui concerne les principes de droit international humanitaire, comme il a dit, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Ce principe de précaution dit qu'il faut faire attention pour voir si les opérations ne vont pas toucher des civils. Mais ce principe de précaution, il y a la précaution active et la précaution passive. Active, c'est-à-dire qu'Israël, lorsque Israël veut attaquer, il doit vérifier si la cible
n'est pas une cible civile s'il n'y a pas de personnes civiles. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont demandé aux populations d'évacuer? Exactement. C'est pour après pouvoir justifier. Le lancement de ces enquêtes. En même temps aussi, ils ont une technique. Selon eux, lorsqu'ils doivent bombarder un bâtiment, ils lancent un premier bombe qui est petite, qui selon eux servirait à annoncer qu'on va bombarder, donc quitter les lieux. Mais en même temps aussi, il y a la précaution passive pour le Hamas qui, normalement, doit faire en sorte que ces équipements militaires soient éloignés de la population. On ne met pas des bases militaires proches d'une population. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on n'utilise pas les biens civils comme des espaces militaires. Donc, des deux côtés, si, bien évidemment, les faits sont avérés, des deux côtés, les deux parties se retrouvent en porte-à-faux face aux droits internationaux humanitaires. Mais, s'il vous plaît, ce que je voulais dire, c'est que les droits internationaux parlent de proportionnalité. On ne dit pas, on ne tue pas. On ne dit pas, aucun civil ne doit mourir. On dit essayer de réduire le nombre de civils. Et en même temps, lorsque vous devez faire une frappe, il doit y avoir une sorte de corrélation entre l'avantage militaire que vous tirez de cette frappe-là et les pertes en vies humaines. Est-ce qu'il faut bombarder un bâtiment pour tuer une personne, un militaire, alors que dans ce bâtiment, il y a 20-50 enfants? On parle ici de proportionnalité. Donc, il y aura toujours des victimes civiles, mais le rôle, c'est de réduire, pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes civiles, parce que c'est irréaliste. OK. Merci, c'est super. Vous voulez poursuivre? Mais finalement, commençons à nous intéresser aux sanctions. Puisqu'on a bien compris, le droit de la guerre n'est pas là pour empêcher la guerre. Vous l'avez dit vous-même, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des conflits. Mais comment on fait? À quel moment on met certaines personnes sur le banc des accusés? On se souvient, justement, à l'issue des Secondes Guerres mondiales et puis d'autres événements dramatiques, qu'on a créé des tribunaux ad hoc pour juger momentanément une partie de l'histoire qui était gravissime. On l'a vu aussi pour le Rwanda, on l'a vu. Maintenant, il y a la CPI. Est-ce pertinent comme les premiers responsables solution de l'application ou de la mise en œuvre du droit international humanitaire sont d'abord les États. Ce sont les États qui ont ratifié les différents traités. Sur le théâtre des guerres en général, ce sont les États. Donc les premiers responsables de l'application du droit international humanitaire, ce sont les États. Et c'est pour cela qu'il existe dans les différentes conventions de Genève le principe de la compétence universelle, qui veut que, même si une guerre a lieu à Gaza et que l'une des personnes qui a commis des violations graves des droits de l'homme se trouve à Genève ou bien à Liège, puisse être poursuivie par l'État de Belgique qui a ratifié les conventions de Genève. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. À côté de cela, bien évidemment, il y a la Cour pénale internationale et dont la mise en œuvre des mécanismes est un peu lourde. Surtout qu'on constate une chose, la plupart des États qui font aujourd'hui les guerres n'ont pas ratifié le statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Donc ça rend un peu les choses difficultueuses. Donc, ça rend impossible de poursuivre. Déjà, on ne poursuit pas les États, mais des individus. Difficile. Par exemple, actuellement, Benjamin Netanyahou ou Vladimir Poutine. Mais pourtant, ce qui est étonnant, c'est que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Oui. La Russie ne fait pas partie des pays qui ont... Non, la Russie n'a pas ratifié. Non, la Russie n'a pas ratifié. Mais alors pourquoi ils ont délivré un mandat? Non, ils ont délivré un mandat parce que l'Ukraine, qui n'avait pas ratifié également, a reconnu la compétence de la CPI sur la situation en Ukraine. Donc c'est parce que l'Ukraine a appelé la CPI et que le conflit se passe en Ukraine, alors la CPI a compétence pour agir parce que l'Ukraine l'a appelé. Mais ça veut dire qu'on pourrait aussi avoir un mandat d'arrêt international vis-à-vis à la fois peut-être de représentants de Hamas ou de Benjamin Netanyahou pour l'Israël. C'est possible aussi ou Oui, c'est même que c'est possible, c'est que c'est déjà en cours. Parce qu'il faut reconnaître que la Palestine a ratifié le traité de Rome. Et Israël 2015, je pense. La Palestine est membre de la CPI. Mais et Israël, non. Israël, non. Et donc, la Palestine avait déjà demandé à la CPI de pouvoir enquêter sur les attaques d'Israël depuis les années 2015. Et donc, il y avait eu un problème au niveau de la compétence de la CPI, parce que c'est vrai que la Palestine s'est dit être un État, mais il fallait déterminer alors quelle est la superficie, quel est le territoire
de la Palestine pour déterminer quels espaces de compétences de la CPI. Je pense qu'aux dernières nouvelles, la Cour a décidé qu'il s'agit de la bande de Gaza, et la Cisjordanie et puis Jérusalem-Est. Parce que dans les conventions internationales, Jérusalem-Est fait partie de la Palestine. Donc oui, c'est possible, mais le problème, ce n'est pas possible ou pas, mais c'est que feront les États. Parce que la CPI, c'est une organisation internationale en réalité, mais c'est d'abord les États qui l'ont créée, c'est les États qui donnent les moyens. La CPI n'a pas d'armée pour poursuivre qui que ce soit. Pour pouvoir enquêter, la CPI doit avoir l'autorisation des États pour venir sur place. Vous voyez, donc c'est d'abord les États qui sont au départ. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que souvent on parle des effets, mais il faut souvent prévenir. C'est aussi de la tâche des États. Le droit international humanitaire oblige les États à former les militaires et les populations sur les règles de droit international humanitaire. Parce que souvent, les gens violent les règles parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, un des éléments primordiaux, c'est d'abord en termes de formation. Après la formation, il faut prendre des règles pour pouvoir juger les gens en choses. Parce que dans la guerre, il y a beaucoup de violations. Les organisations internationales ne peuvent pas tout faire. Les textes me disent qu'ils ne font que pour les crimes les plus graves et pour les personnes les plus élevées. Donc, tout ce qui reste en bas doit être jugé d'abord par les États. Les tribunaux nationaux, vous voulez dire? Oui. Donc, il doit y avoir une volonté d'abord des États. Oui. Mais ce n'est pas prendre le risque d'avoir finalement, on va dire, d'appliquer la justice du vainqueur. Si on passe par les tribunaux nationaux. Mais restons dans les critères concrètement là qu'on utilise pour ces conflits. On nous dit que le blocus intégral est interdit. Au nom du droit international humanitaire, qu'est-ce que signifie déjà le blocus intégral quand on parle de Gaza? Blocus intégral, ce que moi je vais dire par contre, c'est que lorsqu'en période de conflit armé, il faut permettre l'évacuation des civils qui sont pris au piège des différentes hostilités. Il faut également permettre d'acheminer l'aide humanitaire. Mais dans la situation que nous avons vue à Gaza, qui a été documentée, voilà, il est difficile d'acheminer l'aide humanitaire. Et depuis longtemps, les Nations Unies ont appelé à une pause humanitaire. Voilà, est-ce que c'est cela, le fait qu'on ne puisse pas acheminer l'aide humanitaire qu'on appelle blocus intégral? Je m'interroge. Voilà. Et quand donc actuellement on réclame une trêve humanitaire, c'est dans cet état d'esprit. Donc on n'interdit pas le conflit, on ne demande pas aux belligérants de cesser immédiatement le cessez-le-feu, ce fameux cessez-le-feu immédiat, mais on leur demande de faire preuve d'humanité dans cette violence et cette barbarie. Oui. C'est ça le rôle du droit international humanitaire? C'est le rôle du droit international humanitaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de blocus, comme l'a dit mon collègue. En termes le terme blocus intégral ou blocus n'est pas un terme du droit international humanitaire, ça n'existe pas. Ce n'est pas interdit formellement le droit international humanitaire. Mais par contre, les effets sont interdits. Notamment le fait de ne pas pouvoir porter assistance aux blessés ou aux malades. Il est aussi interdit d'affamer les populations. Donc le blocus peut avoir pour conséquence d'affamer les populations. Donc la conséquence va faire qu'ils vont poser un acte qui est interdit par le droit international. Si le droit international n'interdit pas le blocus, d'ailleurs même dans le thème militaire, on utilise le thème de siège, pas de blocus. C'est le siège qui est le thème adéquat qui est utilisé pour... On a le sentiment, peut-être à tort, qu'il y a de plus en plus de conflits. C'est votre perception ou c'est la nôtre? C'est aussi votre perception? Bon, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense que les conflits ont toujours existé. Voilà, c'est-à-dire que entre 2000, c'est ça, 2002 et 2011, il y avait le conflit en Côte d'Ivoire. Avant cela, on a connu le conflit au Libéria, en Sierra Leone. Et puis bon, ça tourne en fait. Pour moi, le monde n'a jamais été en paix. Oui. On a toujours vécu entre paix et guerre. Voilà. Et c'est ce qui explique en fait la raison d'être du droit international humanitaire. Vous voyez, après, il y a eu une situation de terrorisme au niveau du Sahel qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on ne sait même pas si on se trouve dans des situations de conflits armés au Sahel ou bien dans des situations de terrorisme au sens strict du terme. Voilà. Je pense que Guédé va compléter. Donc, vous disiez qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de conflits. Oui. Je dirais oui et non.
Non, parce que je dis que c'est juste une impression, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui font qu'on a, à chaque fois, on allume la télévision, et malheureusement ou heureusement, les médias aiment bien parler des choses qui sont mauvaises. C'est une réalité. Mais c'est aussi informer. Informer. Et justement, excusez-moi, c'est très important. On se souvient des conflits, bon, certains n'étaient même pas nés pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup l'ont dit à maintes reprises. On n'était pas là, on n'a pas vu, on ne savait pas qu'on faisait subir ces atrocités aux populations. Aujourd'hui, on voit en temps réel, en direct, ce qui se passe, et pourtant, on a l'impression que la communauté internationale reste tout aussi impuissante. Oui, c'est une impression. C'est une impression, mais très souvent mes étudiants me disent, on a l'impression que le droit international ne sert à rien. Je pose la question bête. La Côte d'Ivoire produit du cacao. La Côte d'Ivoire est un producteur et les États-Unis viennent payer le cacao. Pourquoi est-ce qu'ils payent le cacao? Qu'est-ce qui les empêche d'envoyer un porte-avions américain et puis venir récupérer tout le cacao pour partir? C'est le droit international. Vous prenez la crise entre Gaza et plutôt la Palestine et Israël. Israël a la bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils ont à s'emmerder de bombarder si des choses? Ils peuvent en un coup éliminer tout. Oui, mais c'est prendre le risque de disparaître aussi. Non, ce n'est pas le risque. C'est justement parce qu'ils savent qu'il y a des intentions humanitaires qui les empêchent. C'est vrai que ça ne bloque pas tout, mais ça a quand même des limites. Oui. Comme je l'ai dit, les guerres passées, guerres mondiales, faisaient des millions de morts. Aujourd'hui, la plupart des armées qui ont la bombe atomique, des bombes atomiques qui sont 20 fois, 100 fois supérieures à la bombe atomique qui a été mise sur Hiroshima. Mais aujourd'hui, on fait encore la guerre pendant des années avec encore plus de perfectionnement, mais il faut reconnaître que les guerres d'aujourd'hui sont moins cruelles que les guerres d'hier. Et ce n'est pas un hasard, c'est dû au droit international humanitaire. D'accord. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment de votre participation pour ce débat passionnant. Et je pense qu'on aura l'occasion de le poursuivre, peut-être sur d'autres plateaux. Merci, messieurs. Ouais. Merci à vous de votre attention. Et puis, on espère qu'un jour, on aura une paix plus généralisée. Merci. Restez sur 21. Merci à vous. Merci, Guédé. C'est amusant.